Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci beaucoup Antoine Litti pour cette invitation à ce colloque vraiment passionnant et réjouissant. Et je suis aussi très content de sortir un peu de mes certes la Chine est très grande, mais néanmoins parfois un peu étouffante, donc de sortir un petit peu de certains débats qui m'occupent. Et je voudrais commencer, avant d'entrer dans le vif du propos, par faire allusion à la conférence prononcée hier soir par Souleymane Bachir Diagne, parce que d'une certaine façon, j'ai plus vraiment besoin de faire de présentation après ce qu'il a dit, puisqu'il a dit qu'on a toujours besoin de lumière pour tourner les pages sombres de l'histoire. Et en fait, c'est ça dont je vais parler, c'est-à-dire qu'on a eu besoin des lumières en Chine pour tourner certaines pages sombres, et en particulier la page de la révolution culturelle. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de résonance dans ces différentes communications, et en particulier celle-ci que je voulais souligner. Et ça m'a rappelé un épisode, il y a une dizaine d'années, j'étais à Xiamen, donc une ville de la côte chinoise, où j'ai interviewé un monsieur qui avait près de 90 ans, qui était un rescapé d'un camp de travail du mouvement anti-droitier, donc le camp de Tianbiankou, bon, c'était un entretien compliqué, mais vraiment très très passionnant. Et donc, notamment, il a parlé de la question de comment, en fait, disons, faire quelque chose, rationaliser cette expérience. Et il disait deux choses. Il disait le zhong you ku, ku zhong you le, donc une sorte de vision un peu bouddhiste. Dans la souffrance, il y a toujours du plaisir, et dans le plaisir, il y a toujours de la souffrance. Et il a dit, par ailleurs, donc il faut encore continuer à aufklären, à illuminer, à faire de la lumière, parce que dans le monde, il y a encore trop d'obscurantisme, trop d'obscurité. Donc c'est ce que je voulais dire comme propos liminaire. Je vais maintenant entrer dans la partie plus académique du propos, donc pour dire que la référence aux Lumières dans la Chine du XXe et du XXIe siècle est récurrente, mais pas pour autant univoque. Donc, comme dans d'autres contextes, il s'agit le plus souvent d'une opération historiographique avec une prise de position philosophique ou politique sous-jacente. Donc, les nombreux articles et ouvrages qui font référence aux Lumières dans le contexte chinois font rarement la part à, disons, une dimension réflexive de son élaboration comme notion historiographique et politique. Donc c'est pour ça que je voulais me livrer un peu à cet exercice aujourd'hui. Donc je rappelle vraiment très brièvement, en écho aux propos de ce matin présentés par Edith Dufourmont, donc sur la généalogie de ce terme, mais il existe un article très complet d'un collègue de l'Academia Sinica, Chen Tianshou, sur le terme, l'histoire de ce terme Qimeng, donc qui a effectivement un sens proche de Aufklärung, donc avec une sorte de mouvement de lever les brumes. Ce sens, bon, ça a été dit, donc d'éducation des esprits embrumés de l'enfance, etc. Donc a pris une nouvelle dimension avec l'adjonction du terme mouvement, donc le mouvement des Lumières, donc Qimeng Yuntong, ou bien en japonais donc Keimo Undo, donc que Liang Qichao emprunte sans doute à une publication japonaise de Onishi Hajime qui a été évoquée. Cependant, donc, cette appropriation donc, a été, à la différence du Japon, d'abord une appropriation qui a concerné donc, le mouvement des Lumières européens. Hein. Donc, quand on parle du Qimeng Yuntong, il s'agit bien des Lumières en Europe et non pas de la Chine à l'époque où ce mot commence à être utilisé. Donc aujourd'hui, effectivement, on a souvent tendance à identifier l'idée des Lumières en Chine tout de suite au moment de 1919, donc au moment du mouvement pour la nouvelle culture. Mais donc ça, c'est ce que je voudrais ici déconstruire comme un geste historiographique rétrospectif. Donc effectivement, certains philosophes du XVIIIe siècle, en particulier Rousseau, figurent parmi les nombreuses et diverses références philosophiques des intellectuels chinois de la génération de 1919, mais en réalité plutôt de la génération précédente, celle qui est plutôt contemporaine, de Liang Qichao et d'autres penseurs de la fin de Meiji.
Aucun acteur historique de l'époque du 4 mai 1919 ne compare alors le mouvement à celui des Lumières européennes d'avant la Révolution française. S'il fallait désigner peut-être un auteur, disons une référence externe qui est souvent évoquée en 1919, je pense que ce serait Ibsen. Alors, je ne sais pas si on parlera des Lumières nordiques, mais ce n'est pas forcément la personne qu'on a en tête quand on parle de ce concept. Donc, ce geste historiographique rétrospectif, s'est effectué en deux étapes. Donc, d'une première fois à la fin des années 30, donc au moment où les intellectuels poussent le régime nationaliste à s'allier à l'opposition démocrate et au Parti communiste pour résister à l'invasion japonaise, en écho donc à la circulation de ce terme lumière dans les milieux marxistes internationaux, effectivement, et une deuxième fois en 1986-87, donc dans les années 80, disons globalement post-révolution culturelle. Donc dans les deux cas, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement de 1919 a été présenté comme un premier mouvement des Lumières en Chine, donc auquel ferait écho un second moment, donc soit celui de 1936-37, soit celui de 86-87, qui avait entre-temps oublié 36-37, évidemment. Mais dans les deux cas, à 50 ans d'intervalle, il s'est agi de reconfigurer un récit historique de la Chine au XXe siècle, en mettant en avant un certain nombre de mots d'ordre qui ont été prononcés au moment de 1919, donc la science et la démocratie, l'opposition aux traditions féodales, alors je reviendrai sur ce mot, identifié dans un cas à la dérive autoritaire du régime nationaliste sous Chiang Kai-shek, et dans l'autre à la révolution culturelle menée sous l'égide de Mao Zedong. Donc dans les deux cas, il s'agit d'un geste politique qui vise à rejeter certains personnages ou épisodes historiques du côté de l'obscurantisme et de la régression historique. Alors, bon, pour nous, parlant aujourd'hui en 2023, ce type de geste, évidemment, est très intéressant. Il ouvre éventuellement des perspectives comparatives ou transnationales. Pour autant, il suscite également des soupçons de schématisme téléologique, de manipulation du récit historique, voire, alors pour le Parti communiste chinois au pouvoir, de nihilisme historique, ou bien encore d'eurocentrisme, au dire de la nouvelle gauche intellectuelle chinoise. Donc de telles accusations n'ont pas manqué d'être formulées à l'égard de plusieurs partisans de cette lecture dans les années 80, notamment après la répression du mouvement démocratique de 1989 et notamment à l'égard du philosophe Li Zihou dont je vais parler dans un moment. Donc on peut se demander quelle est exactement la teneur du rapprochement historique qui est ainsi proposé. Donc sur la base de quels critères a-t-on cherché à rapprocher le XVIIIe siècle européen et le début du XXe siècle chinois? Et au-delà de ce geste militant, dont on comprend aisément la portée et la légitimité, a-t-on intérêt à accepter cette comparaison, ou bien finit-elle par obscurcir, plus qu'elle n'illumine, sans mauvais jeu de mots, l'histoire chinoise récente? Quel est le sémantisme de la référence aux Lumières dans le contexte politique chinois du XXe siècle et comment éclaire-t-il le sens global que prend cette notion? Donc voilà quelques questions que j'essaierai de commencer à traiter dans cette présentation. Alors je voudrais me concentrer sur un texte qui est un texte écrit par un philosophe qui s'appelle Li Zihou. Donc s'il y a un texte qui, plus que tous les autres, a contribué à ancrer dans les esprits le lien entre le 4 mai 1919 et les Lumières, c'est certainement cet article. Donc, bon, je vous donne déjà le titre qui vient dans la slide suivante, Variation sur le double thème des Lumières et du salut national, mais j'y reviendrai. Donc, cet article, donc Li Zihou d'abord peut-être donc un philosophe marxiste critique, né en 1930, donc qui a fini l'université avant les grandes purges de l'époque maoïste, donc qu'il a néanmoins subi. Il était spécialiste d'esthétique et de philosophie classique allemande. Il a aussi travaillé sur les penseurs chinois de la fin du XIXe siècle. Il est parfois comparé à Lukács, une sorte de marxiste humaniste. Il a publié en 1979 un livre très savant et largement commenté, donc Critique de la philosophie critique, qui est son grand livre sur Kant. Et ensuite, il est devenu vraiment un personnage public du fait de deux interventions destinées à un lectorat plus large. Donc cet article de 1986 sur les Lumières et un livre publié en 1995, donc après Tiananmen, quand il était déjà en exil, avec Liu Zaifu, qui s'appelle Adieu à la Révolution. J'y reviendrai.
Le milieu des années 80 représente un moment de grande effervescence dans les milieux intellectuels chinois, avec en 1983 une controverse sur le marxisme humaniste qui se déroule autour du 100e anniversaire de la mort de Marx, et sur l'aliénation dans le socialisme, à laquelle a mis fin une campagne donc dirigée par le pouvoir contre la pollution spirituelle. Et à partir de 84, on commence à évoquer ce qui s'appelle la fièvre culturelle, donc un engouement sans précédent pour les sciences sociales, la philosophie, la littérature, toujours dans une perspective comparée entre la Chine et le reste du monde, nourrie en particulier par des traductions. Et donc, un certain nombre de groupes éditoriaux et intellectuels ont joué un grand rôle dans ce débat, donc je les ai mis ici, je ne reviens pas dans le détail, et je cite simplement le premier, En marche vers l'avenir, Zhou Xiang Wei Lai, donc dirigé par Ting Guantao, qui est en fait la revue, donc la revue qui a le même nom que le groupe, qui va publier l'article de Li Zihou en 1986. Donc, que dit Li Zihou dans cet article? Donc cet essai fait une 50aine de pages et son point de départ est un article publié en 1916, donc 50 ans avant celui de Li, qui est un texte célébrissime de Chen Duxiu, donc un des personnages emblématiques du mouvement de 1919, devenu ensuite le fondateur du Parti communiste chinois. Donc ce texte, Appel à la jeunesse, pour Li Zihou, marque un tournant parce que les intellectuels chinois se détournent enfin des réformes étroitement politiques au sens institutionnel, donc dans lesquelles ils étaient engagés justement à la suite de Meiji, donc pour, disons, instaurer une monarchie constitutionnelle, etc., vers le champ de la culture. Donc parce qu'ils prennent conscience du fait que la Chine aurait eu besoin, selon Li Zihou, de ce qu'il appelle donc une Aufklärung démocratique, des lumières démocratiques, donc Minzhuqimeng. Pour Chen Duxiu, il se serait agi donc d'un mouvement du bas vers le haut, plutôt que de l'imposition de réformes constitutionnelles du haut vers le bas, qui aurait permis l'acceptation, enfin l'éveil à des valeurs, comme en particulier 3 citées par Li Zihou, donc la liberté, l'égalité, l'autonomie. Cependant, pour Li Zihou, et donc c'est pour ça que cet article est vraiment très intéressant, parce qu'il n'est ni un éloge simple des Lumières, ni un rejet des Lumières au nom de la tradition chinoise, mais c'est plutôt une tentative de réflexion sur comment concilier ces différentes réalités et les différentes aspirations des intellectuels chinois. Donc, d'emblée, ce mouvement d'éveil contiendrait une ambiguïté. C'est pour ça qu'il parle de variation sur un double thème, parce que ces deux thèmes sont sans cesse enchevêtrés tout au long du XXe siècle. Donc, l'ambiguïté serait la suivante. D'une part, les intellectuels qui prônent l'éveil sont eux-mêmes encore dans une posture de sauver la nation, sauver le cosmos éventuellement, donc le rôle traditionnel du lettré chinois, du shidafu, donc se prendre la parole au nom donc de la nation, de la société ou du tianxia, du monde entier. Et d'autre part, de manière concomitante, parce que leur objectif n'était pas de garantir des droits naturels et ainsi de favoriser l'émancipation de l'humanité, mais de rendre la Chine riche et puissante. Et donc ça, pour Li Zihou, c'est la contradiction fondamentale, c'est que ce geste de lumière est immédiatement entaché de nationalisme contradictoire avec l'idéal même des Lumières. Donc, pour lui, les attaques contre les valeurs confucéennes de 1919 étaient d'abord justifiées parce que le confucianisme avait été instrumentalisé au service d'un dictateur ou de la restauration impériale et allait donc à l'encontre des intérêts de la nation. Donc, pour s'opposer aux valeurs confucéennes, les intellectuels du 4 mai se seraient appuyés sur ce qu'il appelle une tradition de raison utilitaire dans la pensée politique chinoise, voire dans la tradition confucéenne elle-même.
Et donc, Sheyong Li Xing, je l'ai mise là, cette idée de rationalité utilitaire atteste à la fois de la présence de la rationalité comme concept dans la tradition chinoise, mais en même temps, c'est pas la rationalité désintéressée des Lumières, c'est une rationalité intéressée. Et donc ça, c'est un des défauts de cette première formulation. Néanmoins, c'est précisément cette synthèse des Lumières et du nationalisme qui, selon Li Zihe, a fait toute la force d'attraction du 4 mai. Donc, comme il l'écrit, le nationalisme a apporté les Lumières dans chaque bourg et chaque village, alors que les Lumières ont apporté au nationalisme des idées et des soutiens dans la société. Donc, c'est le succès politique du mouvement étudiant de mai-juin 1919 qui a permis aux Lumières de se diffuser en renversant la pensée hiérarchique, l'obéissance filiale au père et au souverain, et en donnant à l'émancipation individuelle une importance supérieure même à la critique politique. Donc, ce moment d'éveil a donné lieu à la formation de petits groupes utopistes d'inspiration anarchiste ou socialiste, inspirés d'idéaux comme l'aide mutuelle, l'idéal d'études-travail, donc combiner le travail manuel et intellectuel, le mouvement des nouveaux villages, inspiré là aussi d'un mouvement japonais, unis par l'idée d'une société idéale, d'un idéal progressiste, capable de dépasser, et c'est ça qui est intéressant aussi, écrit en ces termes par Li Zihe, capable de dépasser à la fois la Chine arriérée, donc avec ce vocabulaire, mais aussi l'Occident capitaliste. Donc on note bien que cette référence aux Lumières bourgeoises, donc on est quand même ici dans l'orbite d'un marxisme critique, cette référence aux Lumières bourgeoises s'accompagne d'une réflexion incorporant certaines critiques postérieures faites aux Lumières. Donc j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, très rapidement, ces petits groupes idéalistes des années 20, on sait très bien ce qui leur est arrivé, échouent dans leur projet de révolutionner la société, et leur échec met en cause, selon Li Zihe, l'idéal d'émancipation par la culture. Et cet échec mène au retour en force de la politique et du nationalisme. Et donc dans les années 20, c'est à nouveau le programme bolchevique avec sa promesse d'efficacité politique qu'il devient l'alternative privilégiée parmi les intellectuels. Chen Duxiu lui-même ne soutient plus que l'éveil doit passer par la conscience éthique, mais maintenant par la conscience de classe. Et donc l'analyse réflexive ne suffit plus aux jeunes étudiants impétueux qui cherchent des solutions radicales, si bien qu'ils finissent par prôner la dictature du prolétariat. Et donc, une nouvelle fois, c'est au nom de la tradition de rationalité utilitaire dans la pensée politique chinoise que le marxisme est mis en avant maintenant comme l'idéologie la plus à même de parvenir à des résultats concrets pour faire progresser la nation. Et donc ici arrive vraiment le coup de tonnerre de Li Zihe, certainement c'est pour ça que ce texte a eu un tel retentissement. Donc il écrit « La victoire de la révolution chinoise, accomplie au nom du salut national, a signifié la négation de l'anarchisme individualiste, de l'émancipation individuelle et des autres caractéristiques des Lumières capitalistes, et en réalité la victoire du féodalisme et le retour à l'époque féodale d'avant les Lumières. » Et donc ça, évidemment, écrire ça en 1986, c'était quand même quelque chose. Avec le retour du féodalisme reviennent la prévalence de la hiérarchie, de la pensée moniste, et à force de s'opposer au capitalisme, l'État chinois révolutionnaire a négligé la rémanence d'un féodalisme encore plus arriéré que le capitalisme. Et donc c'est seulement avec la chute de la Bande des Quatre que l'humanisme serait revenu dans une Chine désormais encore plus embrumée que celle de l'époque du 4 mai 1919. Alors que le marxisme en Europe s'était constitué, selon Li Zihe, sur la base d'un idéal d'émancipation démocratique de l'humanité, on en reparlera au sujet de la RDA ou peut-être de l'Albanie ou d'autres endroits, la caractéristique de la Chine serait, toujours selon Li Zihe, que le féodalisme n'y avait jamais été remis en cause par le libéralisme bourgeois, si bien qu'il a pu reprendre le pouvoir pendant la révolution culturelle. Donc Li résume l'ironie de l'histoire chinoise de la manière suivante: la révolution était nécessaire, mais elle a écrasé les Lumières et réhabilité le féodalisme. Donc en 1986, il s'agit pour Li Zihe de reprendre, se ressaisir de ce concept, mais non pas de manière simpliste.
Il s'agit de le ressaisir pour réfléchir sur les structures de la société chinoise, sur la question, par exemple, de l'individualisme et de la liberté dans le contexte chinois, et notamment les brumes, les ambiguïtés qui ont entouré un certain nombre de concepts. Je note juste ici en passant, je n'aurai pas le temps de développer, la traduction du traité On Liberty de John Stuart Mill, donc en 1903, par Yan Fu, sous le titre parce que, dit Li Zihou, justement, cette idée de Ziyou, le mot utilisé pour traduire liberté à la suite du japonais aussi, est un mot en réalité très ambigu. Et donc, pour traduire ce livre de Mill, le traducteur Yan Fu a essayé d'expliquer ce que le livre voulait dire et l'a traduit par délimiter les droits de l'individu et de la société. Alors, on en reparlera peut-être avec les spécialistes de Mill. Donc, il s'agit de réélaborer la notion de lumière avec deux, disons, en retenant deux traits de ce retour en 1919. Donc, d'une part, les Lumières devaient s'affranchir de la politique, et notamment de la politique partisane, même si cette séparation ne s'est jamais faite entièrement en Chine, selon Li Zihou, parce que la promotion des Lumières a toujours été intéressée plutôt que désintéressée. Et en second lieu, les Lumières représentent un idéal universel, la réalisation effective des droits naturels de l'être humain. Donc ça, c'est un mot qui est utilisé par Li Zihou, mais leur adoption en Chine s'est toujours faite sous le signe du particularisme nationaliste afin de rendre la Chine riche et puissante. Et donc c'est sur ce lien qu'il faut continuer à travailler, à réfléchir, afin de comprendre comment à la fois dépasser cette imbrication propre à la Chine et aussi les défauts des Lumières européennes capitalistes que les utopistes chinois du début des années 20 avaient bien déjà repérés. Voilà, alors j'en viens, bon, c'est le plus important, le reste c'est juste un peu de fioriture historiographique que je vais apporter autour de l'argument. Donc mon deuxième point, qu'en est-il vraiment du 4 mai 1919 ? Évidemment, je vous ai déconstruit là ce lien largement accepté par l'historiographie entre 1919 et les Lumières, mais faut-il vraiment entièrement le rejeter, nous, en tant que, disons, historiens parlant 30 ans après l'article de Li Zihou. Donc ce mouvement avait été à l'époque désigné sous deux étiquettes principales, le mouvement du 4 mai, un mot qui a été forgé par Luo Jialun, donc un des leaders étudiants des manifs de 1919, et Chen Duxiu, lui, utilise l'expression mouvement pour la nouvelle culture. Il y a une autre approche, donc ce qu'on a appelé les libéraux parmi les étudiants du 4 mai, et notamment le philosophe intellectuel, plus tard diplomate, Hu Shi, qui a avancé l'idée de renaissance. Qui à l'époque, et donc là c'est intéressant parce qu'on a un autre concept historiographique qui est utilisé pour faire une opération légèrement différente de celle effectuée avec le concept de lumière, mais qui avait eu lieu à l'époque du mouvement lui-même. Donc Hu Shi, dès 1920-21, prônait l'idée de renaissance, Wenyi Fuxing, donc avec une référence directe. En fait, la référence était à Dante et à l'utilisation de la langue vernaculaire plutôt que la langue classique. Donc c'était quelque chose de beaucoup plus étroit. Les intellectuels marxistes, beaucoup des intellectuels de 1919 sont devenus marxistes, et les intellectuels marxistes ont rejeté cette idée de renaissance avec une grande virulence, et surtout à partir des années 30. Donc c'est ici que je reviens au moment de 1936-37. Donc il y a effectivement cette circulation mondiale dans les discours marxistes donc, de ce terme de lumière, que s'approprie un certain nombre d'intellectuels engagés dans le Front uni anti-impérialiste de 1936. Donc c'est le moment, comme vous le savez, donc des incursions japonaises de plus en plus répétées, et puis en 1937, donc du début de la guerre sino-japonaise. Et donc il s'agit pour ces intellectuels de pousser le régime nationaliste à accepter une alliance, un front uni anti-impérialiste avec les communistes.
Et c'est dans ce contexte qu'est mis en avant l'idée de nouveaux mouvements des Lumières. Et donc c'est dans ce contexte que Mao reprend en fait cette idée pour qualifier le mouvement du 4 mai. Alors pas exactement comme un mouvement de Lumière, mais comme un mouvement anti-féodal et anti-impérialiste. Et donc c'est ça c'est la vision vraiment qui a été forgée, donc qui a ça. Alors bon, les termes aujourd'hui nous paraissent un peu désuets, mais l'idée c'est qu'il est anti-féodal parce qu'il est contre les structures, disons, de propriété de la société chinoise, et il est anti-impérialiste parce que c'est un mouvement qui est déclenché par l'insatisfaction vis-à-vis des termes du traité de Versailles qui venait d'être décidé à la conférence de paix de Paris, donc donnant des intérêts allemands dans le Shandong au Japon. Mais donc l'idée de ce mouvement antiféodal, c'est quand même de là qu'est venue la force de la comparaison avec les Lumières et qui a permis en réalité de retourner cette idée d'antiféodalisme contre la personne qui avait rapproché le mouvement du 4 mai du féodalisme, à savoir Mao et la révolution culturelle. Donc c'est ça en fait qui est l'opération intéressante qui consiste à retourner un terme historiographique contre celui qu'il a proposé. Retourne. Au-delà à cause de ce contexte, disons, communiste dans lequel ce rapprochement s'est effectué, un certain nombre d'historiens l'ont contesté non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan historiographique. Donc, en particulier, Yu Yingshi, donc le grand historien sino-américain, donc né en Chine, formé à Taïwan et à Hong Kong, et puis parti aux États-Unis au début des années 50, donc qui a exactement les mêmes dates de vie et de mort que Li Zihou, a écrit un célèbre article, Neither Renaissance nor Enlightenment, qui, en fin de compte, voilà, je vous passe les détails, mais sur le plan historiographique, il rejette ces deux concepts comme relevant en fait d'opérations politiques plus que de réalités historiographiques. Et évidemment, alors il n'y a pas beaucoup de femmes dans mon exposé, mais je voulais mentionner quand même Vera Schwartz, qui a été celle qui a, dans le monde occidental, vraiment diffusé cette idée de lien entre 1919 et les Lumières. Alors Vera Schwartz est arrivée au début des années 80 à Pékin et a commencé à faire des entretiens avec les derniers survivants du mouvement de 1919, qui avaient en général passé 30 ans en camp de travail et qui revenaient dans les universités et qui essayaient de retrouver en fait un cadre d'humanisme marxiste d'après les pages sombres de l'histoire. Et donc c'est ça, c'est dans ce contexte-là, et Vera Schwartz est complètement convaincue par ce discours donc, des acteurs qui lui expliquent, et notamment de Zhang Shenfu qu'elle a longuement interviewé, et convaincue de ce rapprochement, mais qui néanmoins se fait dans ce contexte des années 80. Je crois que je dois... il me reste 5 minutes ? Ok. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la médiation des deux mouvements qui se revendiquaient des Lumières en 1936-37 et 86-87, quand on aborde celui qui ne s'est jamais directement revendiqué de cet idéal, celui de 1919. Donc, son inscription rétrospective dans une théologie hegelienne ou marxienne a, d'une certaine façon, conduit à obscurcir autant qu'à éclairer les idées des partisans de la nouvelle culture, pour qui Ibsen, Nietzsche, Thomas Huxley ou Bergson ont joué un rôle certainement aussi important que Rousseau et Mill, et qui les a exposés à des accusations d'eurocentrisme ou voire de nihilisme historique par le pouvoir chinois. Alors j'en viens aux critiques plus radicales qui ont été faites à cette idée après le mouvement étudiant, le mouvement démocratique et sa répression en 1989. Donc la nécessité de séparer avec une plus grande précision l'intervention politique de Li Zihou de l'interprétation historiographique proprement dite de 1919 prend tout son sens dans les années 90, quand les Lumières sont prises pour cible par une nouvelle génération d'intellectuels. Donc en écho parfois aux théories néo-marxistes ou post-coloniales, ces penseurs rendent les Lumières, leur programme supposé d'occidentalisation complète, mais aussi leur radicalisme politique, responsable de l'échec du mouvement de 89, comme il l'aurait été de l'échec du mouvement de 1919 et des groupes utopistes qui en sont issus.
Alors, le paradigme historiographique se renverse une nouvelle fois. Après l'écrasement dans la violence du mouvement étudiant, Du Weiming, un fameux philosophe confucéen, néo-confucéen à Harvard, publie un article intitulé « Dissoudre la mentalité des Lumières », donc, où il plaide le retour à la tradition, aux catégories traditionnelles, à se départir de ce qui aurait été un mouvement d'occidentalisation qui aurait dominé l'histoire de la Chine au XXe siècle. Yu Yingshi et Li Zihou, jadis opposés, se trouvent réunis dans la critique du radicalisme politique. Alors, Yu Yingshi rend la radicalisation des intellectuels responsables de toutes les catastrophes politiques qu'a connues la Chine au XXe siècle. Li Zihou publie avec Liu Zaifu en 1995 son livre « Adieu à la Révolution » où il rend cette fois-ci coupable le modèle de la Révolution française de tous ces abus qu'a connus la terreur communiste sous Mao. Et tous deux, ainsi que Du Weiming et Gan Yang, rejoignent les réflexions d'Isaiah Berlin, de Frédéric Hayek sur la voie préférable de la Révolution glorieuse britannique plutôt que de la voie française de la terreur et de la Révolution. Donc c'est dans ce contexte que le débat est réactivé. Alors Su Zilin, qui est le grand, disons, le grand porte-étendard des Lumières encore aujourd'hui dans la Chine actuelle, donc professeur d'histoire intellectuelle à l'université de la Chine normale de l'Est à Shanghai, à cette époque déplorait l'historicisme qui a conduit Li Zihou à dire adieu non seulement à la Révolution, mais aussi aux Lumières, donc dans son ouvrage Le destin des Lumières. Alors, pour conclure sur ce petit parcours, je voudrais parler de Wang Hui. Donc, si vous connaissez un intellectuel chinois contemporain, c'est certainement celui-là. Alors, non pas parce que je voudrais particulièrement donner crédit à ses thèses, mais parce qu'il représente bien l'état actuel du débat. Donc, dans cet article, La pensée chinoise contemporaine et la question de la modernité, publié en 1987, Wang Hui effectue un geste historiographique et politique différent. Donc, lui, il associe, alors il parle du mouvement des Nouvelles Lumières des années 80, qu'il associe à la politique de réforme et d'ouverture du Parti communiste sous Deng Xiaoping et à son inscription dans le capitalisme mondial. Donc cette fois-ci, les Lumières seront coupables donc de la fin de l'idéal socialiste et du retour de la Chine dans le giron du capitalisme mondial. Alors Wang Hui estime que cette conception erronée provient du fait que les intellectuels chinois, depuis 1919, ont ignoré... depuis les années 20, on va dire, ont ignoré la crise de la modernité décrite par Max Weber, qui est plus générale qu'une crise qui serait associée à l'un ou l'autre régime ou l'un ou l'autre mode de production, pour parler en termes marxistes. Donc, la situation difficile des intellectuels dans la Chine du XXe siècle s'expliquerait par cette incapacité à développer une critique de cette crise de la modernité que la Chine n'a jamais surmontée. Donc, bon, Wang Hui ensuite s'est beaucoup radicalisé dans disons, du côté du pouvoir, dans la critique de l'Occident, mais ce déplacement des Lumières vers la question de la modernité et de la question de la crise de la modernité est, je dirais, encore celle qui occupe beaucoup les intellectuels aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est que Wang Hui, lui, veut sauver le 4 mai contre les Lumières, en disant le 4 mai, c'était en fait plus complexe. C'était un mouvement où il y avait des Lumières, il y avait des anti-Lumières, il y avait de la tradition, il y avait de l'anticapitalisme, il y avait des Nietzschéens, il y avait toutes sortes de choses. Donc, voilà où on en est. Alors, j'en viens à la conclusion. Donc, de ce bref parcours, il ressort, comme je le disais, que l'activation de la notion de lumière dans le contexte de l'histoire de Chine n'a été ni simple ni univoque, elle se renverse même dans tous les sens. Même s'il y a eu une réception de certains philosophes du XVIIIe, un peu avant 1919, il est difficile de tracer un lien direct entre le mouvement pour la nouvelle culture et les Lumières européennes du XVIIIe siècle. Sur le plan politique, la notion a généralement été employée pour signaler une opposition à ce que la pensée marxiste se plut à nommer le féodalisme.
que ce fut l'autoritarisme à tendance fasciste de Chiang Kai-shek dans les années 30 ou la dictature du prolétariat sous l'aide militaire pendant la révolution culturelle. Donc l'emploi de la notion à connotation positive a ainsi permis de réactiver une téléologie historique allant dans le sens du progrès et se situant globalement à l'intérieur donc, de ce périmètre philosophique d'une histoire hegeliano-marxiste largement partagée par les élites chinoises. Donc cet effet est le plus puissant dans les années 80 en revalorisant le marxisme humaniste comme héritage des Lumières européennes, tout en rejetant le maoïsme du côté de l'idéologie d'un socialisme paysan, resté prisonnier de l'obscurantisme féodal, pour ne pas dire du mode de production asiatique. Sur le plan historiographique, c'est beaucoup plus ambigu. Je suivrai volontiers Yu Yingche qui estime qu'il est tout de même un peu eurocentrique de vouloir réduire l'un des mouvements fondateurs de l'histoire de Chine au XXe siècle à un écho, serait-il indirect, d'un événement historique européen. S'il est vrai que le mouvement du 4 mai recèle une grande diversité idéologique articulée autour d'une croyance centrale dans l'esprit critique, son rapprochement excessif avec les Lumières européennes a souvent permis aux adversaires de son noyau idéologique critique de faire avancer leurs projets politiques et intellectuels autoritaires ou dictatoriaux et de faire taire leurs propres critiques. Comme cela est maintenant largement accepté par l'historiographie, on peut dire que le mouvement pour la nouvelle culture est aussi critique de certains aspects autoritaires de la tradition intellectuelle chinoise qu'il l'est de certains développements de l'Occident moderne, en particulier du capitalisme, du colonialisme et du darwinisme. Pour autant, s'il est vrai que les Lumières contiennent leurs propres critiques, le 4 mai a pleinement sa place parmi les mouvements indissociablement sociaux et intellectuels qui ont cherché à inventer à la fois de nouvelles formes de savoir légitimes et de nouveaux modes légitimes d'organisation de la société. Ce mouvement a ouvert un espace de contestation et de critique sans promouvoir un nouveau dogme et en remettant sans cesse en question ses propres formes d'autorité. Le mouvement des Nouvelles Lumières des années 80 a pour partie recueilli cet héritage, même si certains participants ont également donné à voir des tendances hégémoniques ou dogmatiques. Pour ces raisons, il me semble que le cas de la Chine peut lui aussi éclairer le complexe débat sur la circulation globale, mais jamais mécanique ni univoque, du concept de lumière. Je vous remercie.